la grosse frustration qu'on a pu ressentir quand on a trouvé notre acte d'affranchissement, de voir qu'on ne pouvait pas monter plus haut. Ouais. Parce que quand c'est marqué fils de l'esclave Sylvie, qui s'appelait peut-être autrefois Bintou ou Clémire, on ne sait pas. Ouais. Mais je viens d'où alors finalement? Le lirez-vous? 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 La semaine dernière, nous avons découvert l'univers de Créoline Devanfray et les origines de son roman « De la nuit à l'oubli ». Dans ce deuxième épisode, nous allons explorer les coulisses de l'écriture, les recherches historiques, la mémoire familiale, la transmission, mais aussi cette question universelle de l'identité et de l'appartenance. Comment écrit-on un personnage qui n'a sa place nulle part ? Comment redonner une voix à celles et ceux dont l'histoire a parfois effacé les traces ? Je vous laisse découvrir la suite de notre conversation. Et donc cette Eugénie, qui est rejetée donc par tout le monde, trop noire pour les colons, trop claire pour les esclaves. C'est ça. C'est un entre-deux que tu connais personnellement ? Oui, alors de par mes origines forcément, par rapport à ce que je suis, bien que n'ayant pas des parents forcément tout blanc, tout noir, la question carte ronde d'un côté, avec du métissage en tout cas, de partout. Je suis née à Paris 12e, je suis dans un pays où je me sens parfois telle que je suis, et quand j'arrive de l'autre côté de l'océan, je suis la parisienne, c'est ce truc-là aussi à explorer, mais à la fois dans ma couleur de peau et dans ce que je suis, mais j'étais un peu l'intello. Donc sur d'autres statuts, j'ai pu vivre ce truc-là. Comment on retranscrit ça? Parce que du coup, effectivement, tu as vécu ça, mais là c'est Eugénie, une esclave, donc en 1743, qui vit ça. C'est pas tout à fait la même chose. Ah non. Comment on arrive? Parce que c'est difficile. J'ai potassé. Énormément. Ce qui est encore plus dur que pour d'autres textes que j'ai pu écrire. On ne trouve pas d'esclave qui écrit des bouquins. Aux États-Unis, il y a ça. Mais il y a le premier esclave qui avait fait son récit. Bon. Ici, chez nous, l'esclavage était avant. Tout le monde ne savait pas lire, tout le monde ne savait pas écrire. C'était même très rare. C'était même rare, oui. On leur imposait d'apprendre les prières par cœur, par exemple. Donc ils savaient réciter. En langue française, il n'y a pas de souci, ils savaient réciter. Ils savaient parfois écrire leur nom. Et puis c'est tout. En général, ça s'arrêtait à signer, à écrire son nom, quoi. J'ai cherché des thèses. La condition de vie des esclaves à la Saint-Domingue, on lavait le linge à la rivière avec de la cendre. Il y a des choses vraiment qui m'ont permis de voir ce qu'était le quotidien d'un esclave. Heureusement qu'il y a eu des thèses. J'ai une famille où mon grand-père, qui est décédé, est né en 1914. Donc c'est un ancien. Donc il y a eu beaucoup de bouche à oreille aussi. Il y a eu beaucoup de travail de transmission. Donc quand il me disait qu'il allait travailler chez le Becquet, donc le blanc aux Antilles, il y a des choses que j'ai réussi à transcrire, même si c'est pas la même période, c'est pas le même vécu. Le colorisme, c'est pas une affaire de 1743. On est en 2026 aujourd'hui et c'est toujours là. Présent. Voilà. On est d'accord. Donc je me suis inspirée de choses que j'ai vues, entendues, de beaucoup de documentaires, parfois de choses un peu similaires, même si c'est pas pareil, les albinos. Oui. Lire des témoignages, voir des documentaires sur l'albinisme et comment il est vécu dans certaines cultures, parce qu'il est parfois très mystifié, je sais pas si on peut dire mystifié, mais m'inspirer, me nourrir. Et c'est aussi pour ça que je suis si lente à écrire un bouquin, malheureusement. Et je tenais à ce qu'en plus, sur celui-ci qui est historique, qui aborde une période qui a existé, en tout cas, là on est dans de la fiction, mais sur celui-là, il a quand même... on parle d'une époque coloniale qui a existé. Réel. J'ai voulu que ça soit quand même vraisemblable. Quand je parle de la fleur de lys, c'est pas une invention, on est d'accord. Quand je parle du nombre de coups de fouet, le vinaigre, il y a un moment où je parle de la façon dont on s'arrange pour ne pas tomber enceinte, pour ne pas donner son enfant au maître, je ne le savais pas. Il faut avoir l'humilité de dire, je me suis tapé des recherches, quoi. Oui. Et ça donne quelque chose de... C'est foisonnant, c'est riche, mais mettre tout ça en ordre, parce que, il y a un bouquin qui est très bien, je crois que c'est de Régent, Libre et sans faire. C'est la retranscription du greffier d'époque, quand on enflammait les maisons coloniales, les plantations, il y avait des procès. Et les greffiers, on a réussi à retrouver les paroles, mais verbatim. Donc il y a des endroits qui sont blancs, c'est fait exprès. Ils laissent un blanc, et ça j'adore sur le fond et la forme aussi. C'est pas nous ouvrons l'audience, blanc. Et du coup ça m'a énormément servi à connaître les métiers de blanchisseuse, guérisseuse, des choses qui s'appellent pas comme ça aujourd'hui. Moi j'ai grandi avec les hospices de Beaune à Dijon, à côté de Dijon. C'est pas la même chose. Non. J'ai grandi avec des choses, d'autres références culturelles. Et ce truc de procès d'esclaves, là, Libre et sans faire, de Monsieur Régent,
Excellent. J'ai dû me documenter, j'ai dû acheter des bouquins, beaucoup, j'ai dû trouver des mémoires, regarder beaucoup YouTube, Arte. Oui. Très bon documentaire. L'ANOM, très riche. Archives nationales de des Outre-mer. J'ai fait mon propre arbre généalogique avec maman. On était contente, on était curieuse de voir nos ancêtres, nos racines. La grosse frustration qu'on a pu ressentir quand on a trouvé notre acte d'affranchissement, de voir qu'on ne pouvait pas monter plus haut. Ouais. Parce que quand c'est marqué fils de l'esclave Sylvie, qui s'appelait peut-être autrefois Bintou ou Clémire, on ne sait pas. Ouais. Mais je viens d'où alors finalement? Je suis ok, Sylvie, mais après au-dessus, Sylvie c'était peut-être pas son nom de naissance. Il n'y a pas plus loin, en tout cas. Donc voilà, moi, pour moi, il y avait une proximité avec ce texte parce que forcément c'est un peu mon histoire. J'ai une ancêtre qui a dû s'appeler Eugénie, qui me l'a soufflé. C'est impossible que de moi-même, que tout ça me soit venu comme ça. Je suis pas très très spirituelle, je n'ai jamais parlé à mes ancêtres. C'est incarné. Elle s'appelait peut-être autrement, il n'y a pas de souci, mais c'est incarné. Alors, effectivement, j'entends quand certains te disent « Ah oui, mais moi, l'esclavage », parce que n'oublions pas que sur le roman, je ne sais pas si c'est moitié-moitié, mais en tout cas, on est aussi dans une période moderne. Ah oui. Et ça peut faire fuir, par contre, la science-fiction. Oh, je n'aime pas la science-fiction, je comprends bien au terme. C'est pas de la science-fiction. Mais c'est très Je difficile. ne suis pas science-fiction. Mais moi non plus, de toute façon, finissable. Et c'est ça qui est difficile. Carrément. En fait, à part de dire que ce sont des ovnis littéraires, comme on dit parfois, moi je dis voilà, c'est une expérience immersive. J'ai pas d'autre mot. Carrément. Moi, j'ai adoré le fait qu'on apprenne définir l'histoire sans s'en rendre compte, entre guillemets. En tout C'est cas, pédago, hein. Pour ceux qui n'ont pas envie de creuser ça. Un roman, c'est une histoire magique, effectivement très riche, où on ne se perd pas. Et ça, c'est important, parce que je me dis comment elle a fait pour arriver à nous sortir ça sans qu'on soit perdu. Je ne sais pas. Parce qu'il y avait moyen, je pense, largement. Mais déjà dans ma tête. Mais il y a des QR codes, il y a des balises. Il y a des balises. Oui, j'ai eu besoin de rien. En fait, je me suis plongée dedans et j'ai suivi. Mais non, il est une fluidité rare. Les personnages sont vrais. Pour moi, ils ont existé. Mais pour voilà, moi aussi. Eugénie, de toute façon, elle a existé, c'est clair. Pour toi, j'imagine bien. Ouais. Bon, moi, c'est mon coup de cœur. La nuit à l'oubli, de toute façon, c'est mon coup de cœur. Et ceci dit, moi, je me suis posé quand même une question en fermant. Comment, effectivement, t'es venue cette idée complètement démente de passer de l'esclavage Martinique 1743 à la technologie. Alors c'est un recyclage. Du futur. Alors recyclage, c'est pas un recyclage. L'un de mes premiers romans, jamais publié parce que j'avais 20 ans. Bon bref. Attention, hein, accroche-toi. C'était sur le marchand de sable. Ok. Donc j'attends le rapport. Oui, il y en a. Comment il est devenu le marchand de sable? Ok. C'était un esclave. Et sa mère lui disait, regarde le ciel et demande la liberté. Le marchand de sable, c'était un petit garçon. Et elle disait, il y a un grand maître dans le ciel. Parce que, bon, voilà, par rapport à leurs croyances imposées ou pas, demande la liberté chaque soir, un jour, nous aurons la liberté. Ce garçon se dit, maman m'a toujours dit qu'il faut faire ça, je vais y arriver, j'y crois. C'est une histoire de rêve, de petit garçon dans les champs de canne. Et on se rend compte que ce sont les rêves de l'enfant qui l'emmènent à avoir du pouvoir, parce qu'il rêve de pouvoir. Parce qu'il se dit, mais le maître a du pouvoir. Est-ce que la liberté, c'est le pouvoir ? Mais entre le marchand de sable et ça, j'avais plus envie d'être dans un pendant totalement magique. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est la magie moderne ? La science. Ouais. Alors, le casque virtuel peut nous permettre, mentalement, à minima, d'être transposé dans quelque chose. Alors, on n'y va peut-être pas physiquement, mais en tout cas, mentalement, on peut accéder à quelque chose à quoi on n'a pas accès, finalement, en physique, quoi. Et ça a donné ça. Et ça a donné ça, comme si c'était super facile. Et moi, je vois un peu mon écriture et mon univers, c'est même pas... Oui, c'est un univers. Hein. Si, c'est un univers, parce que ce que j'ai adoré, c'est que les uns comme les autres, particulièrement de La nuit à l'oubli, mais les autres aussi, c'est une lecture que je n'avais encore jamais lue. Et ça fait du bien. Mais c'est difficile pour les gens qui me demandent, ça ressemble à quoi ? Ça ressemble à quel livre qu'on peut avoir lu ? C'est très difficile. Moi, quand je leur dis un peu Avatar... Enfin, c'est pas un livre, mais enfin, pensez à Avatar. Le gars se couche dans son module, il est sur Pandora. Il sort de son module, il est sur Terre. Imaginez quelque chose un peu comme ça. Imaginez Retour vers le futur et imaginez Racine. Quel est le lien ? C'est censé les aider, c'est censé les aiguiller. Hein. Oui. Mon écriture, c'est comme un laboratoire. Moi, je tente des formules. Mais en même temps, ça se lit très bien, il n'y a pas de... Mais les gens ont peur de buter sur
la science-fiction ou buter sur je suis nul en histoire ou de quand buter tu m'as sur dit, le fantastique. Fantastique, Tu m'as dit, oula, le fantastique, ah oui. moi, et en fait, je l'ai dévoré aussi parce que c'est pas vraiment effectivement du fantastique, il y a du mélange de tout. Mais les gens ont Et- besoin d'une étiquette pour savoir. Ah, En fait, il faut y peut-être. aller les yeux fermés. En fait, Oui. mon meilleur conseil serait faites-moi confiance. Ça, on Non, peut et pas en fait, dire ça. Qu'on lise de l'historique, qu'on lise du polar, qu'on lise de la SF, qu'on lise du roman, on s'y retrouve. Donc en fait, c'est juste ça. On me dit quoi? C'est historique, contemporain et science-fiction. Pardon? Ouais. Oui, c'est historique et contemporain et science-fiction. Bah oui. Ah non, c'est pas pour moi. Je me suis fermé des portes plein de fois. Bon, ok, c'est que historique. Mais non, je peux pas dire ça. La science-fiction n'est qu'un vecteur. Là-dedans, c'est qu'un vecteur. Hein. C'est très rapide. Il y a 2-3 mots de hologramme, machin, et puis c'est fini, Oui, quoi. c'est pas- Une combinaison, et puis c'est terminé. Et puis c'est des héros très contemporains. C'est notre monde. C'est ça. On se retrouve face à deux gamins, je dirais pour moi, parce Oui, que oui. là, ils ont l'âge d'avoir mes enfants, complètement normaux. Il loue un appart sur Airbnb, enfin, ça s'appelle Voilà. Home Sweet Home. Mais ce qui est rigolo, c'est qu'il offre à sa mamie des fleurs qui ont une senteur lavande, mais ce sont des roses. Donc on est dans une tech élaborée. Et puis comment elle parle, la Lucette. Moi j'adore Lucette, j'adore mes Lucette. Et ils sont incarnés en fait, c'est ça. J'ai suivi les codes pendant très longtemps, parce que Hippocane, Cannes, parce que classique. Hein. Puis un jour j'ai eu envie de me les approprier et d'en faire ce que je veux, quoi. Les gens me disent ah mais par exemple il dit merde, il dit putain. J'assume, hein, ils parlent comme je le dis aussi. Comme des gamins de leur âge. Et je le dis Et aussi. puis, Hein. on le dit, Tu dis qu'ils ont l'âge d'être tes enfants, mais tu dois dire merde. Mais carrément. Non, mais quand je dis, ils ont l'âge effectivement de mes enfants, ils ont pour une vingtaine, 20-25 ans. Ouais. Mais ils ont un langage qui est le nôtre. complètement corrélé À qui ils sont. à qui ils sont. Mais c'est ça. Carrément. Et d'ailleurs, ça, c'est une force aussi, parce que ce soit dans celui-là ou dans le bagage de l'âme, où on passe d'adultes à des enfants, à plein de monde. La voix évolue. Les voix évoluent, ils sont tous très ancrés, et ça, c'est pas évident. Alors, c'est, je pense, dû aussi à ton actif en tant que prof. C'est possible. Mais, Ouais. donc, du coup, il t'es confronté À plein d'enfants. plein d'enfants, plein de de langages. partout. Mais ils sont vrais, Ils ils sont sonnent, modernes ouais. quand ils parlent. Tant les jeunes que j'ai Mais autour oui. de moi. Et dans mon roman actuel, en cours d'écriture, j'ai essayé de faire une voix encore plus incarnée, imagine. Mais c'est vrai que les gens me disent « Ah oui, mais un personnage qui dit tu ne mets pas les négations », c'est un exemple. Souvent, je ne mets pas les négations. Parce que quand moi, je m'exprime, je ne mets pas forcément les négations. Certains me disent « Ah, mais tu ne maîtrises pas la langue française ». Je dis « C'est pas ça. C'est pas tant que je ne maîtrise pas la langue française. Si vous lisez celui-là, vous verrez que je suis capable de parler en 1743 avec les codes de la bienséance et d'adopter un certain niveau et registre de langue et champ lexical et compagnie. Et à l'inverse, je reviens dans le présent et on est dans une rupture totale de langage. Moi, mes gamins qui ont 14 ans au lycée ou au collège, ça dépend de leur âge, quand ils se voient, ils disent pas « Bonjour, comment vas-tu ?» à leurs camarades. « Ça va mon frère ?» C'est un exemple. « Ça va frangin ?» Chacun sa voix. Et dans un bouquin, c'est important, c'est important. Complètement d'accord. Voilà. Alors du coup, est-ce que tu t'es senti légitime tout de suite dans tous tes romans? Est-ce que tu as eu des moments de doute? Et si oui, particulièrement sur quoi? Celui qui peut-être me fait le plus douter, pas pendant que je l'écrivais, mais parce que je pense qu'il a été un peu thérapeutique, c'était un peu mettre qui je suis. C'est le premier, chronologiquement, qui a été écrit, même s'il n'est pas forcément sorti en premier. Donc celui-là, il a une dizaine d'années. Et je me suis rendu compte en l'écrivant qu'il y avait de moi. Moi, je ne le savais pas. Enfin, pour moi, j'écrivais une histoire, un aoratosome, un truc venu du ciel. C'est pas moi. Enfin, ça peut pas être moi, quoi. Et avec le recul, je me suis dit, oh, il y a trop de moi. S'ils ne l'aiment pas, ils ne m'aimeront pas. Et puis, est-ce qu'il est bien ou est-ce que je trouve qu'il est bien parce qu'il a répondu à des questions que je me posais et que je trouvais nécessaire de se poser. Mais est-ce qu'il est légitime à être publié et à être lu par peu importe qui? Le but, c'est qu'il apporte quelque chose. Comme tu disais, développement personnel en quelque sorte. C'est pour ça que je dis conte philosophique. Quand les gens me disent « il ressemble au Petit Prince », je dis « je ne suis pas d'accord ». Non. Alors, c'est pas pour vexer Antoine, voilà, de Saint-Exupéry, mais voilà. Quand on me dit l'alchimiste, je ne suis pas d'accord. J'avais jamais lu l'alchimiste, le Petit Prince, oui. Je me suis dit, il faut que je lise parce qu'on me compare, Non. On a en commun la quête de quelque chose. Et ça s'arrête là. On a en commun peut-être le côté lyrique et poétique de certaines phrases qui sont un peu parfois plus poétiques que là, par exemple. Je ne suis pas détentrice de vérité. Moi, ça s'arrête à la quête parce que pour le reste, on est d'accord. Je pose des questions. Tu ne donnes jamais aucune leçon. J'aide les gens à se poser des questions. C'est ça. À fouiller. Les personnages restent à leur place. Voilà. Il y a des questions qu'ils se posent, eux. Qui sont censés gratter un peu chez vous aussi, chez le lecteur aussi. Mais tu ne nous imposes rien. Ah non. Et ça, quel bonheur.
Et ce sont les meilleurs livres de développement personnel que j'ai lus de toute ma vie, Créoline. Oh, Mais pour je garde de cette vrai. phrase. Ah, mon mais Dieu. ouais. Tu m'enverras l'audio. Il n'y en a aucun qui peut s'appeler développement personnel Non. et pourtant ils pourraient tous. Figurer dans le rayon. Et oui, et qu'est-ce que j'ai kiffé tout ce questionnement que ça met ou pas, parce que ça dépend de chacun. Oui, non, J'avais mais bien envie sûr. de me laisser questionner. Ça peut très bien être lu d'une façon beaucoup plus superficielle. Oui, il y en a qui le lisent comme une romance de Noël. Les films, Ouais. de Noël de Ah. TF1 M6 à l'époque. Hein. Le chalet, le machin, c'est un livre doudou pour certains. Ouais. Moi, je ne le vois pas comme un livre doudou. Non. Mais beaucoup me Moi non disent, plus, je l'ai pas. oh, il est doux, c'est comme un bonbon. Alors, il fait du bien. Mais parce qu'ils Mais- n'ont pas voulu creuser, et c'est très bien. Chaque lecture est il y a des, il y a- différente. et il c'est faut là qu'ils qu'il y a des, raisonnent. c'est là qu'il y a Des strates. des strates. J'allais dire des layers, mais c'est là qu'effectivement il peut rejoindre le Petit Prince. Selon le moment de ta vie où tu vas le lire, sur le rôle qu'il joue, il rejoint. Sur l'histoire, moi, il n'y a pas d'éléphant dans un boa, Non. il n'y a pas de, il y a pas 53 couchers de soleil, il n'y a pas tout ça. Et c'est là où ça rejoint le développement personnel exactement. C'est que selon là où tu en es dans ta vie, tu vas le recevoir différemment. Et tu t'appropries. On Et est je à suis la sûre que croisée des tu chemins l'aurais et lu des ado. vies. Alors, je t'ai pas connu ado, hein, forcément. Tu l'aurais lu ado, peut-être que tu aurais lu autre chose. Voilà. Et comme il y a une grosse partie sur le fait d'être différent dans tous ces Dans bouquins-là, tous, la différence, exactement, de tout. La ça reste différence. universel. Il y a des gens qui me disent, Mais sans être lourd. voilà, j'ai été gros. Ben ok, j'ai été gros, je vais voir si je m'y retrouve. Ah, j'ai été le seul, je sais pas quoi de ma classe. Ok, j'ai des gens qui me disent, ben voilà, j'ai fait mon coming out, je me suis retrouvée dans certaines choses. Bah oui. Eh ben c'est cool, parce que pour moi, il a porté son message. Moi, j'ai noté que Joseph cachait ses cauchemars, Oui. Barnabé cache sa souffrance avec sa mère, Ouais. Eugénie cache qui elle est vraiment, Mhm. se le cache même elle-même. Mhm. J'ai aussi l'impression que tes livres parlent de tout ce qu'on refuse aussi de regarder. En face. En face. Ouais. Est-ce que c'est ça le fil rouge? J'en sais rien, c'est un des fils rouges que j'ai trouvé Partout. aussi. Donc, Je dirais que quand j'écris, j'ai pas un squelette littéraire. Enfin, j'écris comme ça me vient plus ou moins. Et surtout, en début d'écriture, au-delà de l'intrigue, je vois le format. Tu sais, la structure, la mouture du... T'as tes émotions visuelles, auditives, voilà. t'as tous tes sens qui Voilà. se mettent en éveil. Est-ce que le fil rouge, c'est cette vérité qu'on n'arrive pas à regarder en face? Certainement, parce que, en grandissant, il y a plein de choses. Mais je suis ça. Mais je savais pas. Mais en fait, ça a toujours été là. Et tu sais, il y a ce truc où finalement, je découvre et j'accepte davantage qui je suis. Et cette vérité qui, une époque, j'en étais pas fière, mais aujourd'hui, je l'accueille, quoi. De toute façon, je suis ce que je suis. Carrément. Et au lieu d'avoir honte un peu de ma différence, de ma divergence, et si c'était pas un fardeau de pas être comme les autres, et si j'en faisais quelque chose? Avant de se quitter, je peux déjà vous dire que notre prochaine rencontre avec Créoline nous emmènera du côté de la littérature jeunesse. Parce qu'écrire pour les enfants ne signifie pas écrire des histoires simplistes. Bien au contraire, dans ses albums adaptés aux lecteurs dyslexiques, Créoline aborde des thèmes essentiels. La différence, le regard des autres, la liberté d'être soi, mais aussi le consentement, avec beaucoup de douceur et d'intelligence. Nous parlerons de ces livres qui ouvrent le dialogue entre parents et enfants, de ce que les plus jeunes sont capables de comprendre. Et de cette conviction forte, on peut parler de tout aux enfants, à condition de trouver les bons mots. Je vous donne donc rendez-vous dans le prochain épisode de Le Lirez-vous pour poursuivre cette conversation passionnante mercredi prochain. On vous a donné envie de lire Créoline Devanfray? Alors précipitez-vous sur son site Instagram, Créoline Devanfray, vous y trouverez toutes les infos. N'oubliez pas de vous abonner, de partager, de liker. Et en attendant, prenez soin de vous. Le lirez-vous? Le lirez-vous? Le lirez-vous? Le lirez-vous? Le lirez-vous? Le lirez-vous? Le lirez-vous?